7 octobre 2023, Israël est frappé en plein cœur par une attaque terroriste d'une ampleur inédite. Depuis, l'État hébreu s'est donné pour mission de retrouver les organisateurs de ces attaques, mais aussi de renforcer sa protection. Des explosions de beepers au Liban à l'élimination de dirigeants du Hamas, les opérations se multiplient. Et derrière elles, un service de renseignement, le Mossad. Ces espions sont réputés dans le monde entier, mais suscitent de nombreux fantasmes depuis la création de l'agence il y a 75 ans. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Mossad, une autre histoire d'Israël, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 2, au Soudan, l'opération Brothers. Comme dans un roman d'aventure, étonnante opération de commando des Israéliens sur l'aéroport d'Entebbe en Ouganda la nuit dernière. Nous sommes 4 ans après la prise d'otage qui a eu lieu lors des JO de Munich et qui a coûté la vie à 11 athlètes israéliens. La communauté internationale et surtout Israël sont encore sous le choc. Le 27 juin 1976, un avion Air France qui relie Tel Aviv à Paris fait escale en Grèce. Juste après le décollage, 4 militants pro-palestiniens détournent l'appareil. Direction l'Ouganda et plus précisément le tarmac de l'aéroport d'Entebbe. Pour les 246 passagers et les 12 membres d'équipage, c'est une prise d'otage de 7 jours qui débute. Tous sont installés dans un hangar de l'aéroport. Les ravisseurs demandent la libération d'une 50aine de prisonniers pro-palestiniens ainsi que 5 millions de dollars. Dans un premier temps, des femmes, des enfants et des personnes âgées sont relâchés, puis des otages non juifs ou non israéliens. Pour une fois, dérogeant à ses habitudes de fermeté, l'État d'Israël semble prêt à composer, c'est-à-dire à libérer ou à faire libérer par les États occidentaux qui les détiennent, 52 prisonniers pro-palestiniens. Israël semble vouloir composer car, autour de minuit, quand se posent sur l'aéroport d'Entebbe 3 appareils militaires venus de Tel Aviv, ils ne transportent pas les 52 prisonniers qui auraient pu servir de monnaie d'échange. À bord de ces appareils, qui ont fait escale au Kenya pour se ravitailler, des fantassins et des parachutistes israéliens. En une trentaine de minutes, la centaine d'otages est libérée. 3 sont tués dans l'opération, les 7 preneurs d'otages sont quant à eux éliminés. C'est un succès militaire pour Israël, une impressionnante opération de sauvetage, mais certaines menées par le Mossad sont d'une ampleur encore plus grande, comme celle qu'on vous raconte dans cet épisode. Et pour cette nouvelle mission du Mossad, nous partons dans la Corne de l'Afrique, plus précisément en Éthiopie. Nous sommes au début des années 80, en pleine guerre froide. On retrouve les explications d'Yvonique de Noël, historien spécialiste du renseignement, qui nous accompagne durant toute cette série. L'Afrique est un terrain de jeu privilégié de cette guerre froide, avec en particulier l'Éthiopie, qui est un pays arabe ennemi d'Israël, mais également une dictature militaire proche de l'Union soviétique. Donc également une problématique pour les Américains comme pour les Israéliens. Si on s'intéresse à cette région, c'est parce que l'Éthiopie abrite une importante communauté juive, pourtant extrêmement méconnue. On parle de ce qu'on a appelé les falachas, qui est un terme un peu péjoratif, ou Bêta Israël, qui sont donc les descendants de juifs qui seraient venus en Éthiopie. Alors les versions diffèrent et donc ce seraient des juifs qui auraient accompagné un voyage du roi Salomon dans la région. Ça pourrait être... il y a plein de versions. En tout cas, ils ont été coupés du reste des juifs jusqu'à un temps penser qu'ils étaient les derniers juifs au monde. Et donc forcément, il y a quelque chose d'un peu poignant pour l'ensemble des juifs partout dans le monde quand on apprend leur existence qui était même assez peu connu du monde juif et même en Israël. Il y a effectivement un mouvement de sympathie et de solidarité en disant, bon, peu importe ce que ça coûte, mais il faut faire quelque chose pour eux. Donc il y a une population juive éthiopienne qui est de fait persécutée et une partie de cette population tente de rejoindre des camps de réfugiés au Soudan en marchant dans le désert. Alors ça représente des semaines de marche, donc il y en a beaucoup qui meurent en route dans des conditions assez atroces. Ce mouvement qui a été initié par un leader nommé Feredeh Akloum arrive aux oreilles du Mossad et du Premier ministre israélien Menahem Begin, qui lui-même est un ancien réfugié, qui dit il faut faire quelque chose pour ces juifs éthiopiens. La mission est donc confiée au Mossad. On semble être loin des tâches dont se charge normalement un service de renseignement, mais l'opération va nécessiter tous les talents des agents israéliens.
Donc on envoie une petite équipe qui va d'abord identifier et trouver Ferideh Hakloum, de manière à comprendre un petit peu la problématique, comment on peut travailler. Donc l'évidence, c'est qu'on peut travailler de préférence à partir du Soudan plutôt qu'en Éthiopie, où c'est trop compliqué. A fortiori, il ne s'agit pas d'exfiltrer 1 ou 2 personnes, il s'agit d'exfiltrer des milliers de personnes. Donc ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que effectivement, les Juifs éthiopiens vont devoir marcher jusqu'au Soudan. Alors au Soudan, c'est également une dictature militaire. On a une dictature militaire comme sur l'ensemble de la région, assez instable, avec des guérillas. Donc on a un président Al-Nimeri assez corrompu, et donc on cherche une couverture et on trouve un village de vacances au bord de la mer Rouge, le village Arous, qui a été créé par des Italiens dans les années 70 et qui a fermé. Alors faut imaginer un club de vacances au bord de la mer, au milieu de nulle part. Il a fallu installer un générateur électrique, tout ça est très compliqué. Et donc, idée un peu folle, l'équipe du Mossad se fait passer pour des investisseurs suisses souhaitant rouvrir ce village de vacances et va négocier avec le ministère soudanais de pouvoir louer les installations. Et on va investir, on va moderniser, on va installer du matériel flambant neuf. C'est un spot idéal pour les amateurs de plongée. Donc, on va faire des belles brochures diffusées dans toutes les agences de voyage qui s'adressent aux plongeurs, et on va effectivement faire tourner ce village de vacances réellement. C'est-à-dire qu'on fait venir une double équipe du Mossad. Alors, équipe très genrée, c'est-à-dire qu'en gros, les hommes vont plutôt s'occuper des opérations d'exfiltration et les femmes vont plutôt s'occuper de faire tourner le village comme un club tout à fait normal. Bon, après, il y a des coopérations quand même entre les deux équipes. Ils avaient un double travail dans la journée qui était d'assurer, encore une fois, une partie du fonctionnement du club, mais les hommes du Mossad devaient quand même justifier leur présence, et donc notamment parmi leurs compétences, il y a justement la plongée. Ce sont des nageurs de combat, et donc ils étaient particulièrement bien placés pour faire découvrir aux vacanciers les beautés sous-marines de la région qui effectivement sont réputées dans le milieu des plongeurs. La nuit, les agents du Mossad doivent donc s'occuper de leur véritable mission. Et l'opération Brothers va s'avérer très complexe. Alors déjà, il faut bien comprendre qu'il y a à peu près 1 an de préparation. On en parle comme ça de manière assez simple, mais ouvrir un club de vacances, même en partant de bâtiments préexistants, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc il y a à peu près 1 an de préparation, de négociation, de recrutement. On va recruter un chef cuisinier, on va recruter du personnel local, il faut l'amener sur place, il faut le loger, il faut s'assurer de l'alimentation en eau, en électricité, plein de problèmes à résoudre. Alors effectivement, quand on est le Mossad, on a peut-être plus de facilité, et puis au niveau financier, on a également des facilités. Même s'il faut noter d'ailleurs que le club, par son succès commercial, va permettre au Mossad de se rembourser, voire même de faire quelques bénéfices qui sont investis dans l'opération, évidemment. En tout cas, c'est ce que racontent les anciens du Mossad. Il y a une première vague d'exfiltration par camion. C'est un petit peu compliqué et ça ne permet pas d'emmener beaucoup de monde, une douzaine de personnes par camion. Il faut rouler de nuit, il faut se cacher pendant la journée. Enfin, tout ça est assez compliqué. On essaye d'industrialiser un petit peu le processus, et donc on imagine des évacuations par bateau. Ce qui veut dire que la nuit, on va amener sur une plage les réfugiés, et puis on va les emmener en hors-bord vers un navire israélien. Alors c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, sauf qu'à un moment donné, une patrouille de l'armée soudanaise va tomber sur eux. Donc la situation est sauvée de justesse par la négociation, mais on est un peu grillé sur ce mode opératoire-là. Puis après, il y aura une 3e vague avec des avions qui vont atterrir dans le désert. Ça va également fonctionner sur quelques rotations, et également découverte du procédé. Donc voilà, on est dans une réinvention permanente. Ce qui est assez fascinant dans cette opération, c'est encore une fois l'audace qu'il faut quand même pour aller créer, développer et gérer en plein pays arabe hostile à Israël un club de vacances et de plongée. Il faut quand même un certain courage, une certaine audace et une réinvention permanente, une improvisation permanente de nouveaux modes opératoires qui est quand même une des marques du Mossad. L'opération dure environ 4 ans et va permettre d'évacuer près de 7000 juifs éthiopiens.
Au moment du renversement, une nouvelle junte se met en place et là, il apparaît qu'on ne peut plus continuer. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop dangereux. Donc, en fait, les membres du Mossad évacuent en pleine nuit le camp de vacances, ce qui fait que le lendemain, les vacanciers se réveillent. Il ne reste plus que le personnel local pour leur servir le petit déjeuner, mais les moniteurs de plongée, etc., tout le monde est parti. Donc, c'est un petit peu surprenant parce que, rappelons-le, ce club tournait avec de véritables clients. Le village d'Arous ferme ses portes en 1985, mais la mission du Mossad n'est pas vraiment terminée. Alors que les tensions s'accroissent au Soudan et que la famine s'installe, les Israéliens négocient avec le président encore en place. Peu de temps avant sa chute, le Mossad poursuit sa mission, c'est l'opération Moïse. C'est tout simplement l'achat, le fait de payer en quelque sorte une rançon pour Israël et pour les organisations juives américaines pour obtenir le droit de faire partir par avion plusieurs milliers de juifs éthiopiens. Donc on verse en quelque sorte une rançon, il n'y a pas d'autre mot, ou un pot de vin, c'est comme on préfère. Et ça s'est fait de manière semi-officielle. C'est-à-dire qu'on a une compagnie aérienne amie a fait venir des avions, il y a eu à peu près une trentaine de rotation, donc ça a été assez intensif. Encore une fois, on parle d'une problématique sur laquelle il y a eu au fil des ans plusieurs opérations, plusieurs missions. Malgré les tensions qui continuent de parcourir la région à la fin des années 80, l'État hébreu n'oublie pas son objectif de faire sortir le plus possible de juifs éthiopiens. Tout cela conduit à l'opération Salomon en mai 1991. Nous prévoyons cet après-midi de transporter par avion en Israël un très grand nombre de personnes. En moins de 36 heures, plus de 30 avions vont se relayer et permettre l'évacuation de plus de 14 000 juifs éthiopiens. Lorsqu'ils seront rapatriés en Israël, il y aura un mouvement de solidarité pour les aider à s'intégrer, à se loger, à trouver du travail, etc. Enfin, ça, c'est une des caractéristiques d'Israël, c'est de la capacité à accueillir des nouveaux migrants et de leur permettre de s'insérer dans la société et de ne pas être livrés à eux-mêmes. C'est une problématique qui a permis à Israël de rapatrier, de permettre à ces juifs éthiopiens de faire leur aliyah. Ça a également créé au sein de la population israélienne, en fait, une catégorie de la population qui compte aujourd'hui dans la vie politique israélienne, qui est un groupe qui, électoralement, est important quand on se présente aux élections. Il s'agit là des opérations d'évacuation parmi les plus massives du Mossad. Mais ces sauvetages impressionnants, menés par des agents israéliens, ne sont pas les premiers. Par exemple, une des missions les plus significatives du Mossad dans cette catégorie-là, c'était au moment de la révolution iranienne. Puisqu'il y a une population juive en Iran qui, historiquement, a toujours été protégée et bienvenue. Le Shah d'Iran protégeait cette population. Et en revanche, au moment de la révolution islamique, beaucoup de juifs iraniens très inquiets souhaitent émigrer. Et là, même chose, le Mossad organise une opération pour les exfiltrer, soit par la route, par la frontière, soit par avion avec des fausses identités sur des vols commerciaux. Et le Mossad avait une réelle présence en Iran, puisque le Mossad était même en gros... D'abord, il y avait des accords commerciaux avec le Shah d'Iran qui, depuis le choc pétrolier, avait des moyens quasi illimités. Et la police secrète du Shah, la SAVAK, était tutorée, entre guillemets, par le Mossad et par la CIA. Donc, il y avait une équipe importante du Mossad présente à Téhéran qui a pris en charge cette opération. Il y a eu d'autres vagues ensuite, notamment d'Afrique du Nord. Alors, ça continue. Par exemple, sur l'Iran, il est évident que le Mossad, bien sûr, a des agents sur place, mais pas d'agents israéliens. Le Mossad a des agents iraniens. Et au sein de l'Iran, vous avez un certain nombre d'ethnies. Vous avez des Kurdes, vous avez des Azéris, vous avez toute une mosaïque. L'Iran n'est pas une population totalement homogène. Et donc, lorsqu'on a des recrues, des agents sur place qui prennent des risques énormes pour vous informer, pour vous donner des éléments, il est évident qu'il faut pouvoir les faire sortir du pays, parce que s'ils savent qu'ils sont promis à une mort certaine, ça va être un peu plus compliqué de les recruter. Donc aujourd'hui, il est évident qu'il y a des filières d'évacuation et d'exfiltration qui sont présentes en Iran et autour et dans la région. Plus récemment, on peut citer en 2016 l'exfiltration de Juifs du Yémen.
Il apparaît donc clairement que ces évacuations font partie des missions clés du Mossad, et cela s'explique notamment par l'histoire d'Israël. C'est toute l'histoire de l'État d'Israël qui s'est construite à partir de vagues successives d'émigration. Le Mossad est vraiment considéré en Israël comme une espèce de trousse magique dans laquelle on peut trouver des outils pour résoudre à peu près n'importe quelle situation. Ce sont d'ailleurs des attentes souvent excessives qui risquent de déboucher souvent sur des frustrations. Mais en l'occurrence, effectivement, le Mossad, depuis quasiment son origine, a un savoir-faire dans le domaine, simplement parce que le Mossad, qui est postérieur à la création d'État d'Israël, a hérité une partie de ses membres fondateurs du Shay. Le Shay, c'était le tout petit service secret de la Haganah, qui était l'organisation juive permettant aux Juifs européens d'émigrer vers la terre promise. Donc le Shay, dès 1945, mène des opérations secrètes pour aider à l'émigration, et il faut savoir que à l'époque, par exemple, les services britanniques ne veulent pas du tout laisser faire ça. La Grande-Bretagne a le mandat sur la Palestine. On n'a pas encore voté à l'ONU la création de l'État d'Israël. Et donc, vous avez une guerre secrète assez peu connue entre le MI6, pour partie en France du reste, pendant que la toute nouvelle DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, qui vient juste d'être créée, elle aide plutôt en sous-main la Haganah à organiser cette migration, mais ça crée pas mal de tensions. Donc, dès 1945, dès avant la création d'Israël, ça fait partie des missions fondamentales d'un service clandestin. Et donc le Mossad, tout naturellement, a repris ses attributions et n'a jamais cessé, en réalité, de développer des missions comme celle-là. C'est ce qui fait une des spécificités. Je ne vois pas de comparaison avec un autre service dans le monde qui aurait une telle expertise et une telle expérience dans le domaine. Un service de renseignement au talent et aux missions bien spécifiques, c'est aussi ce qu'on va voir dans la suite de cette série. Demain, dans le 3e épisode, on s'intéressera à l'une des obsessions d'Israël pour laquelle le Mossad est sollicité, la menace nucléaire iranienne. On retrouvera Yvonique de Noël, spécialiste du renseignement, auteur des guerres secrètes du Mossad aux éditions Nouveau Monde. Comme toujours, c'est à écouter sur toutes les plateformes de podcast, par exemple Spotify ou Castbox. Mossad, une autre histoire d'Israël, est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.